bien notre affaire. Yasmine Abdel-Fadel. On parle avec Marie-Claude Paradis-Fossé, journaliste pour JE, de ce dossier important qui va se retrouver, en fait, qui se retrouve déjà dans le Journal de Montréal, mais qu'on va pouvoir voir aussi sur les ondes de TVA cette fin de semaine, en fait, dès aujourd'hui. Et c'est celui de l'alcool dans le Nord. Marie-Claude, t'es allée dans le Nord. Oui. On voulait aborder la contrebande d'alcool au Nunavik, donc dans le Grand Nord québécois. Et ce qu'on a découvert, c'est que l'alcool et cette contrebande-là, finalement, le trafic est intimement lié avec ce qui se passe ici à Montréal. Alors, on a eu vraiment des accès privilégiés aux opérations des enquêteurs, tant à Montréal qu'au Nunavik, pour voir justement comment ce commerce-là illicite s'opère, les impacts aussi, les ravages que ça fait dans la communauté. J'ai envie de te citer l'enquêteur, le capitaine Patrice Abel, du service de police du Nunavik, qui dit pendant qu'au sud, on s'en met plein les poches, on est en train de détruire une communauté ici. Donc, c'est un peu l'esprit avec quoi travaillent ces gens-là, ces enquêteurs-là, lorsqu'ils luttent contre l'alcool de contrebande, finalement. Mais Marie-Claude, c'est quoi le problème dans le sens où comment ça se fait qu'il n'y ait pas de vérification? Comment c'est envoyé cet alcool-là du sud vers le nord? En fait, il y a 3 façons, soit par bateau, par cargo. Là, ça, c'est plutôt rare. Je pense qu'il y a 3 bateaux qui arrivent au Nunavik chaque année. Mais sinon, c'est surtout par avion. Donc, les vols qui vont là-bas, Canadian North, ou encore les vols commerciaux ou du fret, là, du cargo, comme on appelle, ou encore les voyageurs ou Poste Canada. Ce sont vraiment les façons avec lesquelles on peut envoyer de l'alcool au Nunavik. Donc, l'alcool est acheté à la SAQ et revendu vraiment à un fort prix au Nunavik, là, de 10 à 12 fois le prix. Je vous donne un petit exemple. On prend une bouteille de 375 millilitres de vodka Smirnoff. C'est vraiment ce qui est populaire là-bas. Donc, une petite bouteille de vodka. On l'achète 15 $ à la SAQ et on la revend 120 $150 dans les communautés du Nord, particulièrement dans les villages où là, on dit qu'ils sont sèches, donc des villages où la vente d'alcool est interdite. Au Nunavik, il y a 14 villages. Il y a 3 villages où on peut acheter de l'alcool, de la bière ou du vin avec des quantités maximales. Donc, c'est déterminé, contrôlé. Dans 2 bars seulement du Nunavik, on peut acheter des boissons fortes, mais sinon, il n'y en a pas. Donc, la bouteille de vodka, on la paie cher au détriment d'un peuple. Est-ce que ça veut dire que cette prohibition-là est un échec? J'ai posé la question à un enquêteur qui est au Nunavik depuis 10 ans maintenant, qui lui avait beaucoup travaillé dans le village de Salouit, David Mercier. Et lorsque j'ai posé la question, il dit c'est vraiment une bonne question parce que d'un côté, si on laisse entrer l'alcool rapidement, bien, nous, on sait que les appels vont rentrer pour de la criminalité, pour différents crimes. Mais il dit en même temps, il y a plein de monde qui s'en mettent plein les poches, donc les revendeurs au Nunavik, mais aussi les fournisseurs au sud. Donc, il dit c'est pas rare d'avoir des gens qui, par semaine, des contrebandiers, des bootleggers qu'on appelle là-bas, qui vont faire 10 000 $ par semaine. Mais là, par exemple, il dit, je prends l'exemple d'une bouteille qu'on va vendre 120 $ au Nunavik. Bien, en même temps, c'est pas rare non plus de voir un 80 $ par bouteille qui est renvoyé aux fournisseurs du Sud. Donc, c'est comme ça un peu que s'opère ce trafic-là. Ce qui est intéressant, c'est que tu en as rencontré un bootlegger là, que tu as pu lui poser des questions. Puis lui, il dit, si moi je le fais pas, il y en a d'autres qui vont le faire. Oui, exactement. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on a eu des accès privilégiés et les contrebandiers nous ont parlé. Donc, un bootlegger du Nunavik, mais aussi un contrebandier ici du Sud, quelqu'un qui fait complètement d'autres choses dans sa vie. Donc, celui au Nunavik, on commence à parler à des gens, puis, alors on me parle de cet homme-là qui participe au commerce illicite d'alcool depuis déjà des années. On se rend chez lui, on cogne à la porte, puis on lui demande, je me présente comme journaliste et je lui demande de m'expliquer comment ça fonctionne. Eh bien, il me dit, dans le fond, il dit, moi, je revends. Lui, ce qui m'assurait, c'est que c'était seulement de l'alcool qu'il achetait à coup de jouac. Et celle qu'il ne consommait pas, il la revendait. En même temps, pour faire un commerce pendant plusieurs années, on se doute que c'est pas juste comme ça que ça fonctionne. Il dit, j'ai essayé d'arrêter, mais les gens venaient me demander pourquoi j'arrête, tu devrais continuer. Et il dit, de toute façon, si moi j'arrête, il dit, tu sais, il y a quelqu'un d'autre qui va reprendre le commerce à ma place. Mais là, au Nunavik, à Kuujjuaq, on a rencontré ce bootlegger-là, mais on est aussi allé voir les victimes collatérales de la contrebande. Surtout des femmes et des enfants, donc une jeune femme dans la vingtaine qui, elle, montrait vraiment du doigt ce commerce-là illicite en disant « il y en a partout, c'est vraiment problématique, c'est dangereux ».
En même temps, il y a du monde, tu le disais, dans le sud qui envoie de l'alcool dans le nord. On parle de contrebande. Comment ça peut être la contrebande? Dans le sens que, tu sais, on est à l'intérieur du même pays. Ouais. C'est interdit d'acheter de l'alcool pour de le revendre. Oui, il faut un permis d'alcool, en fait. Soit tu achètes ton alcool à la SAQ ou tu es un ancien de bar et tu as un permis d'alcool, finalement, ou tu es dans un restaurant. Donc, c'est légal de transporter, de revendre de l'alcool. Dans le fond, quand il y a des arrestations concernant, c'est la LIMBA, là, c'est la loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, mais là, tu t'en tires avec des amendes entre 1 000 et 6 000 $ pour une première offense. Mais c'est rien. Mais si tu as fait 10 000 $ dans ta semaine de contrebande puis tu payes 1 000 ou 6 000 $ tu rentres assez vite dans ton argent. Donc, clairement, tu peux avoir des récidives. Je pense que le plus que tu peux payer comme contravention, c'est 24 000 $. Est-ce que c'est assez dissuasif? C'est ce que les enquêteurs se posent aussi comme question. Il y avait une grosse opération en février 2020 qui s'appelait l'opération Plutonium. 43 000 bouteilles avaient été... dans le fond, ce réseau-là était soupçonné d'avoir envoyé 43 000 bouteilles dans le Nord, avait fait 8 millions de $. Le procès va commencer d'ailleurs en juin prochain. Ça va être vraiment intéressant de le voir parce que dans le cas de Plutonium, il y a des accusations criminelles qui ont été déposées. Alors, les gens qui ont été arrêtés risquent maintenant la prison. Mais, règle générale, lorsqu'il y a des arrestations, des perquisitions, c'est vraiment sous la LIMBA, donc des contraventions. Marie-Claude, l'alcool dans le Nord, est-ce que c'est le symptôme d'une communauté en détresse ou est-ce que c'est la cause d'une communauté en détresse? C'est un symptôme. Puis j'ai envie de te parler d'une enquêteuse qu'on a rencontrée là-bas. Et là, je te tutoie, Yasmine, parce qu'on a déjà travaillé ensemble. Donc, c'est dur de passer du vous non, au-dessus. je pourrais pas, moi non plus, te vous voyez, donc, il y avait une enquêteuse, Oulayou Miron-Dupuis, jeune policière. Elle dit, moi, je suis née à Coudjouac. J'ai resté à Coudjouac jusqu'à 8 ans d'une maman Inuit, d'une maman Inuk et d'un père québécois. Elle dit, moi, j'aime le Nunavik, j'aime le territoire, la vie simple, les gens qui sont accueillants. Parce que c'est ça aussi qu'on a vu. C'est vraiment beau, Nunavik. Coudjouac, moi, j'ai adoré mon expérience à Coudjouac. Mais elle dit, en même temps, comme policière, on voit la détresse. On voit les ravages de la consommation d'alcool, les problématiques, les maisons aussi qui sont surpeuplées. Donc, on est surpeuplé, on n'est pas bien dans nos maisons. On voit tous les traumas aussi intergénérationnels parce que l'histoire inuit aussi vient avec son lot de traumatisme, exactement. Donc, oui, c'est un symptôme, mais à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, cette enquêteuse-là, notamment, dit, tu sais, la lutte contre l'alcool est aussi intimement liée à la lutte contre la criminalité. On a eu accès à des statistiques pour les années 2020, 2021, 2022 du service de police du Nunavik. Et ce qu'on constate, c'est que de 71 à 74 % de tous les crimes, là, dont les homicides, les voies de fait graves, on parle beaucoup de violence conjugale, d'agression sexuelle aussi, mais la plupart des crimes, entre 71 et 74 % sont commis sous l'influence de l'alcool. Et même cette jeune enquêteuse me disait, c'est vraiment rare qu'on va sur une intervention et qu'il n'y ait personne intoxiqué, là. Soit l'agresseur, soit la victime, ou parfois même les deux. Ça fait vraiment des ravages dans notre communauté. Donc, je pense que les enquêteurs, les équipes savent maintenant. Il y a une équipe qui est dédiée au Nunavik depuis 2 ans maintenant. Celui qui est à la tête de cette équipe-là, c'est le capitaine Patrice Abel. Lui a fait carrière au crime contre la personne à la Sûreté du Québec. Tu sais, tout le monde dit, on pourra pas complètement enrayer la problématique, mais au moins on peut essayer d'empêcher l'alcool illégal de rentrer puis essayer de protéger la population. On a toujours en tête, évidemment, la communauté autochtone qui nous rappelle souvent qu'il faut sortir des clichés, que la communauté autochtone, c'est une communauté alcoolisée, une communauté intoxiquée, qui ne font rien, qui sont juste là à boire de l'alcool. As-tu craint toi-même, comme journaliste sur le terrain, de devoir porter ce message qui est important, ces informations qui sont importantes, de venir renforcer ce stéréotype? Oui, Yasmine, je t'avoue que oui, ça faisait partie de mes préoccupations. En même temps, c'est une problématique. Tu vois, il y a 2 reportages qui vont sortir sur l'éducation la semaine prochaine. Tant qu'être dans le Grand Nord, on en a profité pour rencontrer les gens. Mais d'emblée, les intervenants que je rencontrais me parlaient de 2 grandes problématiques, qui étaient la consommation et la surpopulation des maisons. Donc,
On Ça fait- entend moins parler ça des fait surpopulations des ouais, maisons. c'est vraiment une problématique. Et là, avec les changements climatiques, je pense qu'il va y avoir de sérieuses réflexions aussi parce que les constructions n'arrivent plus non plus à répondre aux normes avec la fonte du pergélisol. Et ça sera possiblement d'autres reportages éventuellement. Mais les gens nous en parlent et je pense pour éviter de tomber dans le cliché, c'était très important pour moi de donner une voix aussi aux Inuits et aux intervenants Inuits. D'où le fait d'avoir rencontré cette enquêteuse-là qui est d'origine inuite. D'avoir aussi, parce qu'il y a un centre qui s'appelle Isuarsivik à Kuujjuaq, nouveau centre qui vient d'être réaménagé. Ça fait longtemps qu'ils aident les Inuits avec des problèmes de consommation, mais là, c'est un tout nouveau centre à Kuujjuaq, sur le bord de la rivière Kuujjuaq. C'est super bon, on s'est rendu sur place. Et là, on voit les policiers qui sont dans une course contre la montre pour bloquer l'alcool, mais on a aussi ce centre-là qui sont plus dans un marathon pour venir penser ou pour venir aider les gens qui ont des problèmes de consommation. Donc, je pense que c'est une problématique, que des solutions que les Inuits font aussi, bien sûr, partie de la solution. Et dans le reportage, c'est comme ça qu'on l'a amené aussi. Et pas juste avoir notre loupe tournée vers le Nunavik, mais aussi ce qui se passait au sud également. Parce que les revendeurs du sud, les shippers, comme on appelle, ce ne sont pas des Inuits. Et ils s'en mettent plein les poches. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais c'est un peu ma réflexion par rapport à tout ça et la façon dont je voulais l'amener. Et aussi de parler directement avec des gens. Parce que quand on me disait le 3/4 de la criminalité est en lien avec la consommation d'alcool, avec le trafic d'alcool, c'est sûr que je suis allée jaser avec la population. Donc, j'ai parlé avec plusieurs personnes sur place et de là, cette rencontre avec cette jeune femme-là, début vingtaine, qui travaille à l'auberge Kuujjuaq, qui a 2 jeunes enfants, les élèves toutes seules, 2 ans, 6 ans. On n'est pas dans le cliché là, d'une famille Inuk qui reste à la maison. C'est pas ça que moi, j'ai vu là-bas. Donc, cette jeune maman-là, dont la maison sert aussi de refuge pour d'autres enfants qui vivent des moments plus difficiles. Et elle me racontait, puis je lui ai demandé, est-ce que tu veux qu'on aille à visage caché? Est-ce que tu es vraiment certaine de vouloir me raconter ton histoire? Elle dit non. Elle dit, ça fait longtemps que j'attends de pouvoir raconter mon histoire. Donc, elle a dénoncé son conjoint violent. Puis elle me dit, à chaque fois qu'il y avait de la consommation, de l'alcool qu'on buvait, il me battait, il me bousculait. Donc, on s'est laissé, on est revenus ensemble. Il a failli me battre à mort en mars dernier. Et à partir de maintenant, de là, c'est là qu'elle l'avait dénoncé. Donc, elle a dit, à chaque fois qu'il y a des épisodes de violence, il y a de l'alcool et les gens sont au courant. Puis ce qu'elle me relatait aussi, c'est que les gens consomment et là, ça implose, ça explose dans les maisons. Puis elle dit ensuite, mais le lendemain matin, personne ne s'en rappelle. Mais la femme se retrouve peut-être à l'hôpital, les enfants aussi. Les enfants sont témoins de la violence. Puis elle montrait vraiment du doigt, justement, l'impact des bootleggers et des fournisseurs aussi du Sud. Elle disait, il y en a beaucoup ici et ça crée énormément de dommages. Donc, je pense que on rentre pas dans les préjugés, mais on explique quand même une problématique avec un regard sur ce qui se fait ici, mais aussi un regard très personnel des gens qui sont touchés par cette contrebande-là. On parle d'alcool, on parle pas beaucoup de drogue. Me semble que quand on parle de ça vient ensemble, hein, les stupéfiants. Il y a des perquisitions aussi avec les stupéfiants, entre autres pour le cannabis. Là, on va se dire encore, ouais, mais là, le cannabis, c'est légal. Sauf que les gens n'ont pas nécessairement de carte de crédit pour pouvoir s'en commander à la SQDC. Donc, il y a tout un trafic aussi qui s'organise autour du cannabis. Il y a des drogues fortes aussi, mais comme c'est plus cher, puis encore plus cher dans le Nord, c'est moins ça qui est populaire, en tout cas pour l'instant, du moins. Donc, le cannabis se revend. Un enquêteur me disait, pour te donner un exemple, 1 gramme de cannabis, c'est 50 $ à Kuujjuaq. Bon. Mais c'est difficile à dire. Peut-être quelqu'un qui pourrait venir nous dire. Mais pas mal plus cher, semblerait-il, qu'à Montréal. Bon, visiblement, on n'est pas les meilleurs en termes de contrebande. Mais il me donnait aussi l'exemple. mais là, il y a un des enquêteurs, David Mercier, je ne sais pas si on disait d'emblée, mais il montrait une grosse bouteille de vodka, je pense que c'était 1,75 litres. Fait qu'il dit cette bouteille-là se vend 65 $ ou 60 $ à la SAQ, mais elle va se revendre 750 $ ou 760 $ au Nunavik parce qu'on la transvite dans des petites bouteilles et ensuite on la revend. Donc, c'est quand même incroyable tout l'argent qui se fait par ce commerce-là illicite. Puis tantôt, on parlait des bootleggers, mais quand j'ai parlé aux revendeurs ici, aux fournisseurs, ben c'est un gars qui fait du Uber à temps partiel. Oui, ben d'ailleurs, je voulais t'amener là. T'as assisté à une perquisition ici, dans le sud, à Blainville, d'un shipper. Exactement. Ce qui veut dire quelqu'un qui s'approvisionne en alcool et qui l'envoie par différentes façons dans le Grand Nord québécois. Lui, c'était clair dans son histoire. Il dit,
On me demande d'envoyer de l'alcool, je l'achète, je me rends à la SAQ, il me raconter comment il procède, là, finalement, puis je vais la déposer à Air Inuit. Puis donc, j'ai de l'argent pour envoyer la caisse d'alcool, puis j'ai de l'argent pour me rendre à Air Inuit pour l'envoyer. Donc, Il fait quoi dans la vraie vie, ce gars-là? bon, ce fournisseur-là a répondu à nos questions en mentionnant qu'il était un comptable et qu'il travaillait pour le gouvernement fédéral. Et quand j'ai demandé s'il savait si c'était illégal, là, vous allez voir la discussion dans l'émission de JA ce soir, il a un peu hésité avant de me dire que non, il ne croyait pas que c'était illégal. En fait, ce qu'il, lui, il me disait, c'était pour aider les Inuits en disant que c'était très cher l'alcool là-bas. Donc, je pense qu'ils se vendaient ou qu'ils se voyaient ou qu'ils voulaient qu'on le voie peut-être comme un bon Samaritain. Mais peut-être qu'on pourrait écouter ensemble l'extrait. Et voici comment ça se passe lorsqu'on intervient au sud. On s'en va à Blainville, notre sujet. Il a envoyé un peu plus que 230 bouteilles de vodka Smirnoff dans les diverses communautés du Grand Nord. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est qu'on va faire la perquisition à son domicile. C'est quelqu'un qui n'est pas connu de nos services, c'est pas quelqu'un qui est criminalisé. C'est un peu n'importe qui peut faire ça. Là. Autant des gens du milieu criminalisé, il y en a qui font ça en dehors d'autres activités illicites. Comme un sideline, finalement. Oui, un sideline qui peut être très payant pour certaines personnes. Le sergent enquêteur David Mercier, au Nunavik depuis 2013, nous explique comment et combien l'alcool se revend. Ça va être intéressant là, d'écouter ça. Penses-tu que les autorités publiques peuvent faire quelque chose? Tu sais, au-delà de la répression, là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bien, je pense qu'il y a quelque chose à faire. D'abord, il y a un des enquêteurs qui était un crack de statistiques au service de police du Nunavik, puis lui, il ventilait les chiffres que j'ai vérifiés après, mais il disait, tu sais, dans le fond, si on regarde le taux de criminalité, le Nunavik est 20 fois plus violent que Montréal. Pourtant, quand il y a une tentative de meurtre à Montréal, on couvre beaucoup, puis on en parle énormément. On a l'impression que quand ça se passe au Nunavik, c'est plus loin de nous. Certainement, il faudrait investir peut-être dans les moyens. Là, autant même, je vous parlais tantôt du centre résiduaire civique. Le centre est neuf, puis il y a déjà une liste d'attente là, avec 400 noms dessus. Donc, des gens qui attendent pour aller se faire traiter. Les enquêteurs nous disent aussi on manque de moyens pour pouvoir opérer. On a un centre à Coudjouac, mais si on regarde pour Fournitique, qui est complètement sur la côte ouest, il dit c'est vraiment compliqué de se rendre. Puis même nous, on devait se rendre dans d'autres villages, mais il y avait un prix mécanique où finalement, il y avait trop de brouillard, les conditions météo sont plus difficiles, on ne pouvait pas se rendre. Donc, il dit, tu sais, c'est difficile d'intervenir. Donc, il manque d'intervenants, pas seulement des policiers, des travailleurs sociaux. Il faut aider le Nunavik. Ça, je pense qu'il faut arriver avec ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire aussi au sud? Parce qu'il y a des partenaires. Il y a Post Canada, il y a les compagnies d'aviation. Il y a aussi la SAQ. La SAQ, c'est là que l'alcool s'achète. Donc, la SAQ, après l'opération Plutonium dont je vous parlais tantôt, ont mis en place une nouvelle réglementation ou de nouvelles politiques. Par exemple, pour les caisses de vodka, on ne peut pas en acheter plus que 2 à la fois. Et là, on s'est rendu, nous, avec l'équipe de GIA, on s'est rendu dans la SAQ de Dorval, aussi de Saint-Eustache, qui sont vraiment ciblés là, pour être plus populaires, soit parce qu'elles sont proches de l'aéroport, mais en tout cas pour fournir le Nord. Et c'est extrêmement facile encore de pouvoir sortir plusieurs caisses d'alcool. Bien sûr, je me suis pas présentée comme une journaliste, mais j'ai posé des questions. Et je dis, si je veux en acheter plus que 2 caisses, vous avez juste à revenir, madame, 3, 4 ou 5 fois ou changer de magasin. Donc, ils nous disent, non, on peut pas en vendre, mais voici comment vous pouvez... Ah, ils donnent le petit truc, là. Comment vous pouvez contourner les règles. C'est comme si ton coupon là, te donnait le droit à 2, mais tu peux revenir Exactement. autant de fois que Par tu veux. contre, les gens avec qui j'ai parlé à la SAQ, je peux pas dire qu'ils sont pas au courant de la problématique. Il y a même une employée qui nous disait, il a fallu mettre des règles parce que on se rendait bien compte que ça faisait des ravages là-bas. Mais en même temps, ça part quand même de là, la problématique. Et si tu arrives dans ces 2 succursales-là, il y a des caisses et des caisses de vodka qui trônent dans l'allée, des caisses de vodka avec des bouteilles de plastique. Et encore là, j'ai demandé, mais pourquoi vous en avez autant ici? On m'a répondu, parce que les gens du Nord aiment ça. Ça, c'est un gros, gros vendeur. Donc, d'enlever des bouteilles de plastique qui servent à la contrebande, est-ce que ça pourrait aider? De durcir les règles, est-ce que ça pourrait aider? D'enlever la prohibition. Il y a plusieurs questions, je pense, qu'on peut se poser après ce reportage-là, parce que c'est sûr que si tu payes ta bouteille de vodka 150 $, c'est 150 $ qui ne va pas sur la table pour de la nourriture pour les enfants. Donc, c'est une problématique qui est complexe. Il y a des solutions qui sont amenées par les équipes sur place, notamment les équipes Inuit. Là, je pense encore à ce centre-là, résiduaire civique, qui les intervenants sont plus dans un mode marathon, là, pas dans une course contre la montre pour freiner l'alcool, mais plutôt pour aider les gens à guérir de leur trauma, à trouver des alternatives à cette consommation-là. Mais il y a cette idée dans le Sud où on parle des wet shelters, là, tu sais, Ouais.
des abris là, où le monde On peut permet aller de consommer. pour permettre la consommation. Les diversifiques ne sont pas dans cette mentalité-là de laisser les gens consommer. Ils sont plus dans... on veut pas vous dire d'arrêter complètement de consommer, mais de prendre conscience que la consommation... ce que ça entraîne au sein des familles. Puis ce qui est intéressant avec ce centre-là, je pense que c'est le seul au Québec où on accueille toute la famille de la personne qui est hébergée. Okay. Donc, le nouveau centre, comme par exemple une école, une garderie, des petits appartements. Et ce que l'intervenant, puis ça, des fois, on se dit tout est dans tout, là, mais l'intervenant que j'ai rencontré, Georges Coquille, lui, c'est il appelle ça le guide sur le territoire. Là. C'est un intervenant qui va vraiment en forêt ou à la pêche ou faire de la chasse, ou en tout cas faire vraiment des activités traditionnelles avec les participants à ce programme de thérapie-là. Puis lui, c'est un ancien policier qui a souffert de choc post-traumatique en disant que c'était vraiment difficile pour moi d'aider ma communauté. Fait que pour lui, il dit, la répression, je pense... Lui, selon son avis, c'est pas ça qui fonctionne. Il dit, donc, moi, je me suis tournée vers la thérapie. Et cet ancien policier-là, il dit, quand je voyais tout ce qu'il y avait à faire ici, j'avais vraiment de la misère à dealer avec ça parce que c'était mon monde, c'était mon peuple. Et il a sombré, lui aussi, dans l'alcool. Il a fait de la prison. Puis finalement, ça fait 12 ans qu'il est sobre et ça fait 8 ans qu'il travaille à Éduard Civique. Puis il dit, moi, je prends mon exemple. Si je vais chasser sur le territoire, bien, je suis pas en train de consommer. Je suis en train de penser à emmener de la bouffe de qualité à ma famille, à mettre sur la table. Il dit, c'est ce qu'on veut ramener, c'est ce qu'on veut prôner aussi, que les Inuits se réapproprient leur culture et en même temps venir régler des problèmes aussi graves que ça. On a l'impression que c'est tellement loin, mais en même temps, c'est tellement proche, tu sais, puis c'est pas une réalité d'un autre peuple ou du monde. Non, c'est ça. C'est chez nous que ça se passe, cette histoire-là. Là. Il faut se sentir concerné parce que ça part aussi du sud, cette contrebande-là. Puis ça, souvent, on l'oublie. Puis je pense aux discussions que j'ai eues avec les shippers, comme on disait tantôt. Pour la plupart, ils n'ont jamais mis les pieds au nord. Ils ne savent pas ce que ça fait comme ravage. Mais par exemple, ils empochent. Ce gars-là de Blainville, un des enquêteurs me disait, il a fait des milliers et des milliers de dollars en participant à ce commerce-là. Et même ce fournisseur-là, quand je lui ai demandé ça fait combien de temps que vous faites ce trafic-là, il dit là, je le fais depuis 2020. Donc, ça faisait au moins 3 ans qu'il le faisait. Donc, il a envoyé des caisses et des caisses d'alcool là-bas en faisant beaucoup d'argent. S'il est comptable, il doit savoir que c'est payant puis qu'il y a peut-être quelque chose de croche, surtout s'il travaille pour le gouvernement. Il y a comme une impunité derrière tout ça là, qui est... Je me demande s'il a déclaré sa plus-value à Revenu Canada et Revenu Québec. Après tout, c'est un comptable qui travaille là. Marie-Claude, merci beaucoup. On va suivre avec beaucoup d'intérêt ce reportage sur la contrebande d'alcool dans le Grand Nord québécois à JE. Ça va être diffusé ce soir. Ce soir, en fin de semaine aussi en rediffusion sur les ondes de SCN. Et mercredi, jeudi prochain, on présente 2 autres reportages, mais là sur l'éducation au Nunavik. Des grands défis, mais des gens super inspirants, notamment des enseignants inuits. Alors, vous pourrez voir ça la semaine prochaine. Sinon, 21h ce soir, JE. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. L'émission de Yasmine Abdel-Fadel est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cubradio.ca.